Nous sommes le 25 janvier 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. En visite de travail dans la région du Hambol, le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, était hier vendredi à Dabakala. Entre la visite du lycée professionnel et le lancement du site radioélectrique de Kotolo, le développement local est au cœur de cette mission. On en parle dès le début de cette édition. Et sur la scène internationale, l'éducation était à l'honneur hier vendredi au siège des Nations Unies à New York. Lors de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale, a pris part à une réflexion sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'autonomie humaine dans l'enseignement. Et ce samedi, 4 femmes soldats israéliennes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre dernier ont été libérées par le Hamas dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu entre le mouvement et Israël. Une libération supervisée par le CICR dans la ville de Gaza. On en parle en fin de journal dans quelques 30 minutes. Après donc les étapes de Katiola, le vice-président de la République poursuit sa visite de travail dans la région du Hambol. Hier vendredi, cap sur Dabakala, où Tiemoko Melia-Kone a mis un accent particulier sur l'éducation et les infrastructures en lançant des projets majeurs pour le développement local. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Pour cette deuxième journée de travail dans le Hambol, le vice-président de la République était ce vendredi dans la ville de Dabakala. Tiemoko Melia-Kone visite le lycée professionnel de la ville et un peu plus loin, le village de Kotolo. Aux côtés des chantiers de bitumage du centre de santé, le village inaugure un site radioélectrique qui permettra de connecter 200 localités rurales en moins de 12 mois. Une vaste opportunité pour l'éducation, la santé et l'économie. Autant de projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire et qui confirment la dynamique de développement socio-économique de notre département. Dabakala, c'est 224 villages. Seuls 15 avaient de l'électricité en 2011. Et qu'aujourd'hui, où nous parlons, il ne reste que 2 villages. Celui de Kétiébou, dans la sous-préfecture de Sakama-Sokura, et juste un village par derrière ici, qui ne sont pas électrifiés. Et aujourd'hui, grâce à cet espoir porté par le président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens veulent pouvoir passer, à partir de leur village, un coup de fil, pouvoir communiquer avec leurs enfants. En fin de journée, la ville qui a connu d'importantes pénuries d'eau il y a 2 ans sourit avec la mise en service du système d'adduction en eau potable de la région. Des systèmes de gestion à distance et des équipements automatiques ont été intégrés aux installations pour une bonne gestion et une surveillance en temps réel des infrastructures, pour faciliter l'entretien et voir tous les problèmes de panne. Pour atteindre plus de foyers d'abonnés, je vais ajouter que 8 km de tuyauterie ont été posés dans les nouveaux quartiers et les zones de forte densité. L'objectif reste unique, faire qu'un peu plus chaque jour, les populations des grandes villes et des zones les plus reculées ressentent l'amélioration de leurs conditions de vie. Au début de l'année 2023, nous avons été alertés d'un problème de pénurie d'eau dans la région de Dabakala. Le président de la République, qui attache une importance particulière à l'eau, qui est une source de vie pour les populations, a demandé que les dispositions soient prises immédiatement pour régler ce problème. J'ai eu l'honneur de sa part d'être mandaté pour le faire rapidement. En ce qui concerne Dabakala, c'était beaucoup plus sérieux et il fallait faire des travaux. Les dispositions ont été prises immédiatement pour que ces travaux commencent et que le plus tôt possible, les populations aient de l'eau. Je suis heureux que l'eau ait coulé et on ne peut dire que merci au président de la République pour sa vision, pour la réaction qu'il a chaque fois qu'il y a une détresse dans les populations, il veut comprendre les dispositions. Ce samedi, le vice-président de la République sera à Niakara. Sur un autre enjeu majeur, la présidentielle de 2025. Jeudi dernier, à Cocody, ici à Abidjan, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Cuibière, était l'invité de la première édition des grandes rencontres du barreau. Un moment d'échange avec les avocats et acteurs de la société civile pour rassurer sur la capacité de l'institution à garantir une élection apaisée. Reportage Julien Gogo dans un commentaire d'Abou Sanogo.
Processus électoral, organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La CEI, la Commission électorale indépendante, est-elle prête à tenir le pari d'une élection apaisée? Ibrahim Koulibaly Kubier, président de la Commission électorale indépendante, assure les avocats au cours de la première édition des grandes rencontres du barreau. Mais nous avons réussi quand même en 2021 à organiser des élections législatives sans difficulté. En 2023, nous avons organisé aussi bien des élections locales que sénatoriales. C'est fort de cette expérience parce que nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons la matière parce que la loi nous oblige à faire les choses comme il le faut. Voilà pourquoi la commission électorale peut organiser des élections apaisées. La commission électorale indépendante peut organiser une élection apaisée parce qu'elle a une composition inclusive. Elle bénéficie pour ce qui est de ses membres de protection par la loi. Elle a un fonctionnement qui est transparent et sincère et elle a l'expérience requise. Bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Florence Loan-Missa affiche les ambitions de l'ordre dans la gestion de la chose publique. Cette rencontre s'inscrit dans une série de rencontres que nous souhaiterons organiser à l'occasion des élections présidentielles pour rappeler aux uns aux autres que les avocats sont des sentinelles du droit. Nous sommes des sentinelles vigilantes de l'état de droit et notre souhait, c'est que les élections se déroulent dans un climat apaisé, mais surtout respectueux de la loi et de l'état de droit. Cette rencontre a permis à Ibrahim Koulibaly Kubier de renforcer la confiance des hommes du droit en l'institution qu'il dirige. Tribune d'expression initiée par l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire, la tribune, les grandes rencontres du barreau, est à sa première édition. Pendant ce temps, sur la scène internationale, l'éducation était au cœur des réflexions hier à New York, aux États-Unis. Le siège des Nations Unies a abrité l'édition 2025 de la Journée internationale de l'éducation avec un thème d'actualité, l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'autonomie humaine dans les systèmes éducatifs. Parmi les figures de proue de cette rencontre, Maria Tokone, la ministre de l'Éducation nationale, invitée par l'UNESCO. La scène internationale a une nouvelle fois offert une plateforme à la Côte d'Ivoire pour démontrer son engagement envers l'éducation et les nouvelles technologies. À l'invitation de Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone, a pris part à la Journée internationale de l'éducation au siège des Nations Unies à New York. Sur le thème « Intelligence artificielle et éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé ». Face à des experts mondiaux, des décideurs politiques et des défenseurs de l'éducation, la ministre a présenté les initiatives du gouvernement ivoirien visant à améliorer les résultats scolaires grâce aux nouvelles technologies. Parmi les actions concrètes que nous avons entreprises, je citerai premièrement la formation des enseignants aux compétences numériques, favorisant l'adoption de nouvelles approches pédagogiques basées sur les technologies. Deuxièmement, le développement de partenariats stratégiques avec des organisations internationales et des entreprises technologiques pour garantir un transfert de compétences et de ressources. Pour conclure, la ministre Maria Tokone a insisté sur le fait que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'humain, mais plutôt le renforcer, en mettant l'accent sur une coopération internationale accrue pour faire de l'éducation le socle d'un avenir durable et inclusif. Le temps est venu de bâtir un nouveau pacte éducatif mondial où l'intelligence artificielle sera une alliée précieuse et non une menace. Ensemble, faisons de l'éducation le cœur battant d'un avenir où la technologie renforce notre humanité. La Côte d'Ivoire a rejoint plus de 20 nations africaines engagées aux côtés de l'UNESCO pour évaluer leur état de préparation à l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif. Objectif, identifier les forces, les défis et les ajustements nécessaires pour un déploiement efficace et inclusif de cette technologie.
Le compte-rendu d'Ami Sissoko depuis New York, où Maria Tokone, vous l'avez vu, a plaidé pour une éducation inclusive à l'ère de l'intelligence artificielle. Retour en Côte d'Ivoire avec un autre événement majeur dédié à l'excellence et à l'innovation. C'est l'édition 2025 du Prix national d'excellence qui a été officiellement lancé hier à la primature. Objectif, valoriser les talents, dresser le bilan de l'édition précédente et améliorer le processus de sélection. Jean-Louis Bangbo, Adama Kéré, témoignage. Depuis sa création en 2013, le Prix national d'excellence met en lumière des hommes et des femmes qui, par leur engagement et leur travail, contribuent au rayonnement du pays. L'excellence a donc été le maître mot de cette cérémonie, lancée en présence de hauts responsables administratifs, d'experts et d'anciens lauréats. Nous voulons attribuer des prix à des personnes physiques ou morales qui emportent l'adhésion de leurs pairs, qui emportent l'adhésion de la population et qui emportent la reconnaissance du professionnalisme de leur vécu. Et c'est pourquoi le fait d'être sélectionné au plan sectoriel n'est pas suffisant pour être validé comme lauréat national. Pour cette nouvelle édition, ce sont 87 prix qui seront décernés. L'inscription en ligne est reconduite et des campagnes d'information et de sensibilisation dans des villes capitales régionales seront organisées. Je souhaite très vivement que, au soir du jour d'organisation du Prix national d'excellence, que nous n'ayons pas de récrimination quelconque parce que notre véritable juge, notre juge ultime dans ce travail que nous faisons, c'est de faire en sorte que le chef de l'État, qui est l'initiateur du prix d'excellence, le président du comité national du prix d'excellence, et j'ai pensé à M. le Premier ministre, qui nous envoie, soient tous fiers du travail que nous avons fait et que cette fierté-là soit confortée par l'adhésion de la population parce que tous ceux ou toutes celles qui ont été primés méritent de recevoir la reconnaissance nationale. Désormais lancé, le processus de sélection des candidats pour l'édition 2025 peut commencer. Tous les regards sont tournés vers la grande cérémonie de remise des prix en août 2025, où les meilleurs talents et initiatives du pays seront honorés. Rappelons qu'en 11 éditions, le Prix national d'excellence a permis de mettre en lumière 812 lauréats. Et place maintenant à cette problématique cruciale, l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Abidjan a accueilli le tout premier forum sur les marchés du carbone en Afrique de l'Ouest. Pendant 2 jours, les acteurs du secteur échangeront sur les mécanismes de compensation des émissions de gaz à effet de serre et les opportunités d'investissement qu'ils offrent. Une occasion pour le ministre de l'Environnement, Jacques Kassaoré, de situer les enjeux de ce forum pour la Côte d'Ivoire. Grâce Kando nous en dit plus. Le marché carbone est un espace d'achat et de vente à de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs tels que la foresterie, l'énergie, le transport, l'agriculture et les déchets. Des pays africains ont compris qu'il s'agit d'un outil, d'un levier important pour pouvoir mobiliser des investissements pour leurs projets. L'objectif de ce forum, c'est d'accompagner justement cet élan des pays de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'Afrique de l'Ouest réussissent ce pari de mettre en place des mécanismes solides, c'est la garantie de pouvoir lever des financements. Ce forum sur les marchés du carbone en Afrique de l'Ouest mobilise à plusieurs partenaires nationaux et internationaux et vise à promouvoir des investissements dans les projets durables. Ce premier forum du marché carbone va vraiment positionner la Côte d'Ivoire comme un pays leader dans ce domaine, donc de faire en sorte que soit les États des pays qui polluent ou les entreprises qui polluent ou même des privés qui veulent en fait compenser par exemple leur voyage en avion puissent trouver en Côte d'Ivoire des projets qui puissent les compenser, donc des projets qui vont en fait absorber ce carbone, donc des projets de reboisement, des projets de planting, des projets donc de conservation de la biodiversité
biodiversité. Notre pays entend jouer un rôle de leader dans la mise en œuvre de ce mécanisme en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place tout le dispositif réglementaire. Nous avons créé un bureau du marché carbone. Nous organisons un forum pour faire la promotion de ce mécanisme, permettre à tous les acteurs de se familiariser avec ce nouveau dispositif qui va apporter des ressources additionnelles à nos pays pour financer l'action climatique. Conformément à ces engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire, suite à l'accord de Paris en 2015 sur le climat, s'est engagée à réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et face aux défis croissants du changement climatique, la Côte d'Ivoire mise aussi sur l'innovation pour garantir la sécurité alimentaire. Une rencontre d'experts et de producteurs s'est tenue récemment au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Il s'est agi de mettre à disposition des agriculteurs des solutions digitales pour sécuriser leur culture et booster leur rendement. Astou Touré, Michel Kouamé. Ce forum vise à mettre à la disposition des producteurs ivoiriens des technologies digitales pour favoriser une meilleure récolte. Le projet DigiTrop peut apporter des solutions climato-intelligentes par le biais des téléphones mobiles, de sorte que les producteurs, vu le manque d'agents de vulgarisation, puissent de par eux-mêmes avoir l'information sur des pratiques d'adaptation au climat. DigiCrops est un projet soumis par le Centre d'excellence de lutte contre les changements climatiques et la biodiversité pour promouvoir une agriculture durable. Mettre à la disposition de nos producteurs de petites technologies digitales pour leur permettre de suivre au mieux leur production en termes de surveillance parasitaire, en termes d'application des intrants jusqu'à ce que la production soit la meilleure possible. Financé par Agridi, un centre de recherche basé au Kenya, DigiCrops entend trouver des solutions rapides aux problèmes agricoles via le téléphone. Ce projet a le potentiel de promouvoir des petites technologies intelligentes qui peuvent être adaptés aux conditions locales des petits producteurs. Ce projet qui couvre la spéculation des maraîchers est vraiment très bienvenu pour nous aider non seulement à réussir nos activités, mais aussi assurer la sécurité alimentaire de toute la population. Par exemple, quelqu'un fait un champ de manioc et il voit un problème. Et lui, tout simplement, s'il a cette plateforme avec lui, il n'a que simplement qu'à photographier la partie qu'il remarque un peu bizarre. Automatiquement, le téléphone lui ramène des informations concernant cette maladie. Le projet va durer 18 mois. Et pendant que Bingerville œuvre pour une agriculture durable, Yamoussoukro, elle, se prépare à mettre les métiers à l'honneur. Les Journées nationales des métiers 2025 s'y tiendront de mai à juillet avec un programme ambitieux pour renforcer les compétences stratégiques dans des secteurs clés comme la communication, le marketing et les ressources humaines. Une conférence de presse a dévoilé les grandes lignes de l'événement qui promet de dynamiser la performance des entreprises ivoiriennes et africaine. Plus de précisions avec Amakadi Koné et Didier Nguessan. La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, va accueillir en avril et ce jusqu'en juillet l'édition 2025 des Journées nationales métiers JN Métiers. Initiées par le groupe Expertise locale, ces journées offrent un cadre de formation, de renforcement de capacités et de réseautage à des acteurs de plusieurs domaines dont la communication, le marketing, le management de la qualité et les ressources humaines. L'objectif des Journées nationales métiers, c'est vraiment de renforcer les capacités, c'est de créer un réseau, de benchmarker sur les best practices qui sont faites en fonction du métier, mais c'est aussi de se former sur l'actualité de son métier et de se former également sur l'actualité du moment par rapport au secteur, au métier dans lequel les différents participants vont se retrouver.
Les jeunes métiers permettent également aux participants d'acquérir des compétences stratégiques et de découvrir les meilleures pratiques pour renforcer la compétitivité de leurs différentes entreprises. L'objectif affiché des Journées nationales métiers est de former des hommes et des femmes qui jouent un rôle central dans la transformation des entreprises ivoiriennes et africaines. Direction à Boisseau, où les habitants du village de Koukourandomi célèbrent l'arrivée d'une ambulance pour leur centre de santé. Une acquisition rendue possible grâce à l'implication du président du conseil régional du Sud, Comoé, et au soutien des autorités locales. Cet outil essentiel vient donc renforcer la capacité technique de ce centre pour le plus grand bonheur des populations locales. Diarasouba Ami revient sur l'événement. Une ambulance flambant neuve au centre de santé de Koukourandomi. C'est le conseil régional du Sud Comoé qui équipe ainsi le centre de santé du village qui manque d'une ambulance depuis plusieurs décennies. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaolé, est venu remettre en personne les clés de l'ambulance au sous-préfet d'Agnamé. Un service de santé sans ambulance, c'est comme une symphonie inachevée. Ça veut dire tout simplement que le transfert d'un service de santé à un hôpital ne peut se faire convenablement s'il n'y a pas de moyens de motilité. C'est cette ambulance qui va permettre de combler ce vide ici. Les habitants de Koukourandomi, qui ont souffert de l'absence d'une ambulance, se souviennent encore avec émotion d'un drame survenu il y a 8 ans. Ce souvenir douloureux rend ce don encore plus significatif. C'est une nièce qui a accouché, elle a saigné. Ce jour-là, il n'y avait pas de taxi. On a tout fait. Elle est morte sur le champ. Donc je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on a une ambulance qui peut nous aider. C'est la vie qu'il vient de nous offrir. Et recevoir une ambulance de quelqu'un, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il vous donne la vie. Koukourandomi était donc en fête avec lui les villages d'Amouakro, de Nyamiokro et de Biaga. Tous bénéficiaires des services de l'ambulance qui représentent une promesse de vie, une avancée concrète vers un meilleur accès aux soins pour les populations. Parlant toujours d'actions qui impactent positivement la vie des communautés, ici à Abidjan, 3 structures de référence dans les domaines de la santé et de l'éducation viennent de recevoir des dons significatifs d'une société financière dans le cadre de ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Un geste à hauteur de 32 millions de francs CFA qui vient soutenir des actions de prévention, de sensibilisation et surtout d'accompagnement des enfants malades dans les établissements comme l'ICA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan. 2 chèques de 11 millions de francs CFA remis respectivement à la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour soutenir les actions de prévention, de sensibilisation et de prise en charge médicale des indigents atteints de maladies cardiaques. Un don d'un établissement financier pour renforcer le plateau technique en vue d'acquérir des équipements nécessaires aux dialyses pédiatriques à l'unité de néphrologie pédiatrique. C'est un sentiment de joie parce que les enfants dialysés ont beaucoup de problèmes actuellement. Et donc, toute aide d'un partenaire pour permettre de prendre en charge ces enfants est la bienvenue. Depuis, on va dire, 2-3 ans, nous vient en aide pour la prise en charge de ces enfants malades du rein. Et ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. À cela, il faut ajouter la subvention de 10 millions de francs CFA octroyée à un lycée international destiné à financer les bourses d'études des élèves méritants issus de milieux modestes. Cet apport, ils peuvent travailler dans de bonnes conditions, avec un encadrement de qualité et de manière sereine. C'est en ce sens-là que, en fait, c'est gagnant. Au total, 32 millions de francs CFA ont été offerts en termes d'équipement à ces structures. Ces dons traduisent l'engagement durable des donateurs en faveur de l'action sociale. Une entreprise se doit d'être citoyenne, se doit d'être solidaire. Nous opérons dans un environnement, dans une société. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette société. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de la communauté avec laquelle nous interagissons tous les jours. Nous sommes très fiers d'accompagner des structures, comme vous avez vu ce soir, qui font un travail formidable. La remise de ces chèques témoigne de la responsabilité sociale de cette entreprise donatrice à contribuer activement au bien-être des populations ivoiriennes.
Un reportage signé Jean-Marc Djadji et Nikez Yao. Dans le département d'Issia, une autre initiative vient soulager les populations locales. La route reliant Nayo à Tézié, longtemps un véritable calvaire pour les usagers, elle sera bientôt réhabilitée. La mairie de Sayoua, appuyée par le conseil régional du Haut-Sassandra, vient de lancer les travaux de reprofilage de cet axe stratégique. Didier Nguessan revient sur ce projet porteur d'espoir. Zone agricole par excellence, l'arrière-pays de la région du Haut-Sassandra, en particulier la sous-préfecture de Nayo, fait face à de nombreuses difficultés en raison du mauvais état des pistes villageoises. Une situation qui complique la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'évacuation des produits agricoles. Le lancement des travaux de reprofilage lourd arrive donc à point nommé pour soulager les populations et améliorer les performances économiques des localités concernées. Les femmes enceintes là, pour les envoyer à l'hôpital, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous qu'on entend qu'aujourd'hui, on va faire le lancement de notre route. Ça nous réjouit beaucoup. Nous venons donc au nom du ministre Touré Mamadou mettre en route les travaux du tronçon Nayo-Tézié. C'est un effort exceptionnel que le président de la République fait, surtout avec l'appui du président de la République pour venir satisfaire la population. Les travaux de reprofilage concernent l'axe Nayo-Tézié en passant par Nakiayo sur une distance de 9 km pour un coût global de 38 millions de francs CFA. Cette zone était coupée carrément de la sous-préfecture de Nayo, ce qui posait même un problème à monsieur le sous-préfet, à madame la sous-préfet de la circonscription. Donc la population se joint à moi pour dire merci au ministre Touré Mamadou et surtout au président de la République. Le démarrage des engins, symbole concret du début des travaux, est suivi d'une visite terrain. Ce qui laisse entrevoir l'espoir d'une transformation significative des infrastructures pour le bonheur des populations locales de Yokolo. Et toujours dans la dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations, direction le département de la Kota, où les sous-préfectures de Goudouko et Niambezaria témoignent des avancées réalisées ces dernières années. Écoles, eau potable, électricité et routes aménagées. Ces réalisations sont à mettre au crédit du député de la circonscription qui continue d'appeler à soutenir la politique de développement impulsée par le président Alassane Ouattara. Jean-Marc Djadji nous fait le point depuis la Kota. Des milliers de personnes réunies sur la place publique du village de Moussadougou, issues des localités de Goudouko et de Niambezaria, appartenant au département de la Kota. Elles sont venues célébrer les acquis de développement qui leur profitent aujourd'hui. Une initiative de Sami Meri, député de la circonscription de Goudouko et de Niambezaria. L'un de nos projets phares, c'est le bitumage de l'axe La Kota, Guéyo en passant par Nyako Brunua et Neko Niambezaria qui sont des projets phares. Des différents centres de santé dans nos villages. La construction de beaucoup de forages parce que nos populations ont besoin d'eau. La dynamique de progrès va se poursuivre à Goudouko et à Niambezaria, assure le député Sami Meri. L'eau, l'électricité, l'école, la circonscription est en chantier. Et il fallait effectivement traduire tout ceci aux populations et puis les mettre en confiance. Dire qu'ils peuvent continuer encore à compter sur le président Alassane Ouattara. Outre des dons d'engins roulants et autres équipements, le député Sami Meri a également offert aux populations un concert. Elles ont vibré au rythme des artistes Fadaldé et Afoukeïta. De Godefroy Kambawa que vous avez entendu. Cap sur le monde du sport en Côte d'Ivoire. La fondation Lonassi continue de marquer son engagement en faveur du football ivoirien. Jeudi dernier, au siège de la fondation, s'est tenue une cérémonie de remise de 200 kits d'équipement aux arbitres des 3 premières ligues de football du pays. Ce don d'une valeur de 37 millions de francs CFA illustre le soutien indéfectible de la fondation Lonassi, partenaire historique de la FIF. Plus de détails là maintenant dans ce reportage signé Davis Oyo.
La fondation Lonassi tend la main au football ivoirien. Elle offre 200 kits d'équipements aux arbitres de Ligue 1, Ligue 2 et de Ligue 3. Des équipements composés essentiellement de maillots et de survêtements. Porter un nouveau maillot quand on va jouer un match, ça joue sur l'inconscient et puis ça permet d'avoir une performance de qualité. Donc j'ose espérer que ce matériel-là, ils l'utiliseront à bon escient. Accompagné par le comité exécutif et les gloires du football, Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, se réjouit de l'apport de la Fondation au développement du sport roi ivoirien et en particulier au rayonnement des arbitres de Côte d'Ivoire, maillon essentiel pour le bon déroulement des compétitions sportives. Après la professionnalisation des arbitres que vous avez dû suivre par la Fédération, après l'introduction progressive de la VAR que nous sommes en train de faire, nous sommes maintenant en train de les doter de tenues, de kits, pour qu'ils aient une image appréciable, respectable. Donc pour nous, c'est la continuité de l'œuvre de construction que nous faisons pour le football ivoirien grâce à des entreprises citoyennes comme la Lonassi. 37 millions de francs CFA, c'est la somme investie par la Fondation Lonassi pour améliorer les conditions de travail des hommes en noir. Le sponsoring des arbitres est pour nous un acte majeur. Il s'agit en effet de reconnaître le rôle majeur des hommes en noir pour le bon déroulement des compétitions sportives. C'est pourquoi il me plaît d'adresser nos encouragements à tous les arbitres. Et chaque fois qu'ils sont sélectionnés pour des compétitions internationales, ils contribuent au rayonnement de notre beau pays. La remise de ces équipements aux arbitres s'inscrit dans la mise en œuvre de la convention de partenariat qui lie la Fédération ivoirienne de football à la Fondation Lonassi. Une rencontre ponctuée par la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au personnel de l'organisation donatrice. Et puis je vous le disais en titre, le Hamas a libéré ce samedi même 4 femmes soldats enlevées lors de son attaque du 7 octobre 2023 en Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement et l'État hébreu en vue de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Karina Arief, Daniela Gilboa, Naama Levi et Liri Albiag ont été remises à une délégation du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, sur une place de la ville de Gaza où s'était rassemblée une foule nombreuse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le grand journal du dimanche.